Bien, écoutez, je crois qu'il est 9h35. Par courtoisie pour vous tous qui êtes arrivés à l'heure, nous allons commencer à l'heure, ou presque à quelques minutes près. Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à l'invitation qui vous a été faite par l'AMF à ce forum que vont co-présider Alain Chrétien et Charlotte Goujon, ici présents, que je vais vous présenter dans un instant. Nous parlons ce matin des assurances des collectivités. Sujet rendu particulièrement épineux par les événements qui animent nos villes et villages et qui les balayent parfois, comme ces derniers mois, par les inondations, des feux de forêt, des tempêtes, ainsi que par les manifestations et les émeutes dont nous parlerons également. Conséquences dramatiques, on l'a vu encore en Nouvelle-Calédonie il y a peu. Il en découle naturellement, compte tenu de la réglementation actuelle, je dis bien compte tenu de la réglementation actuelle, puisque les choses vont sans doute évoluer, nous allons le voir, des frictions économiques qui ne font l'affaire de personne, finalement, ni des maires, ni des collectivités. Preuve en est ce débat. Résiliation brutale de contrats, hausse parfois vertigineuse des prix, mais des franchises, absence de réponse aux appels d'offres. Je pense que certains d'entre vous, si vous êtes maire, élu, vous reconnaissez forcément dans ces profils. Les relations entre les collectivités locales et le monde de l'assurance sont plutôt dégradées pour le moment. Alors allons-nous tenter, c'est ce que nous allons tenter de comprendre la réalité des choses, la réalité du terrain, voir quelles sont les avancées depuis l'an passé, puisque l'an passé, à pareille époque, lors du congrès des maires, et j'avais eu ce plaisir, on avait eu un débat comme celui-ci. Donc, que s'est-il passé depuis 2023 ? Comment les choses ont-elles avancé ? Des travaux ont été conduits en 2024 par la mission gouvernementale d'Agès Chrétien et par la mission d'information de la Commission des finances du Sénat, portée par Jean-François Husson. Les rapports de ces deux missions formulent des propositions convergentes. Ils soulignent notamment l'urgence d'offrir une solution aux collectivités. Faut-il que le monde de l'assurance tende la main aux collectivités locales pour espérer revenir à un marché sain et équilibré ? C'est la question, c'est ce que nous allons voir. Et puis, outre les catastrophes naturelles et les émeutes, nous dirons un mot sans doute aussi d'un mal qui se fait jour de plus en plus et qui va commencer à peser de plus en plus lourd, c'est la cybersécurité. Ça aussi, il ne faut pas le mettre de côté. Alain Chrétien, je vois que vous opiniez du chef, effectivement. Le risque cyber est un risque de plus en plus prégnant qu'il faut prendre en compte. Je commence par les présentations. Charlotte Goujon, maire de Petit-Quevilly, depuis 2019, une commune, alors je vais vous inviter à prendre le micro, une commune, 20 000 habitants à peu près ? Un petit peu plus, 22 500. 22 500 habitants, vous êtes maire depuis 2019, c'est bien ça. Et les émeutes de l'été 2023 ont eu un impact fort sur votre commune, on en a parlé. Une école, en partie, a été incendiée. Et puis, un assureur qui vous a abandonné sans prévenir. Or, finalement, le montant des dégâts n'était pas si important que ça. Non, c'est ça. Alors, au moment des émeutes, malheureusement pour cette école, elle se trouvait juste en face du bureau de police. Les émeutiers ont d'abord essayé d'attaquer le bureau de police et faute d'y arriver, ils se sont retournés, ils ont vu l'école et ils se sont attaqués à l'école. Finalement, c'est seulement une partie du bâtiment qui a été incendiée, la partie restauration scolaire et salle de jeu. La particularité de ce bâtiment, c'est que dans le cadre du renouvellement urbain, cette école était vouée à être démolie d'ici 2-3 ans. Et donc assez rapidement, première expertise de l'assurance fait état d'un montant de travaux, de nettoyage, diagnostic, traitement de l'amiante de 136 000 euros. Oui, on ne parle pas de sommes considérables non plus. Pas une somme considérable, sachant que notre franchise était de 100 000 euros.
On en reparlera justement parce que ce cas précisément éclaire l'attitude des assurances et la relation délicate qu'il y a entre les assurances et les collectivités. Alain Chrétien, vous co-présidez ce forum avec Charlotte Goujon. Vous êtes maire de Vesoul, vice-président de l'AMF et vous êtes co-président de la commission développement économique, commerce et tourisme de l'AMF. Alors je suis ravi parce qu'en préparant ce forum, vous m'avez dit il y a de l'espoir. Alors, bonjour à toutes et à tous. Il y a de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Il faut toujours avoir de l'espoir. Je suis très heureux de vous retrouver avec Charlotte aujourd'hui sur cette thématique qu'on avait déjà abordée. Et je reconnais certaines têtes qui étaient déjà là au forum de l'année dernière, puisque vous vous sentez concerné en tant qu'élu par rapport à l'assurance dommage aux biens, puisque c'est surtout le sujet qui est sensible aujourd'hui, le dommage aux biens, l'assurance de nos gymnases, de nos crèches, de nos écoles, de nos piscines, bref, de tous ces équipements qui servent à l'ensemble de nos concitoyens, ce qui me fait me dire que nous ne sommes pas des clients comme les autres et que nous avons un service public à assurer à l'ensemble de la population et que quand une école brûle, ce sont des enfants qui n'ont plus d'éducation. Et donc, entre le dernier forum de l'année dernière et aujourd'hui, nous avons pu travailler, comme vous l'avez dit, puisqu'à l'époque, avec Jean-Yves Dagès, l'ancien patron de Groupama, nous venions d'être nommés par le gouvernement coprésident de cette mission gouvernementale sur l'assurabilité des biens des collectivités. Et donc, entre-temps, ce rapport a été rédigé. Nous avons eu 3 mois. Donc c'est Monsieur Le Maire qui vous avait missionné à cette époque-là. Bruno Le Maire, Christophe Béchu et Dominique Faure, les 3 ministres nous avaient missionnés sur le sujet. Donc c'était en novembre 2023. Nous nous sommes mis au travail dans les semaines qui ont suivi. Et donc nous avons, pendant 3 mois, en janvier, février, mars 2024, fait une quarantaine d'auditions avec Jean-Yves Dagès, en 3 catégories. Les assureurs, naturellement, l'écosystème de l'assurance, les assureurs, les réassureurs, les courtiers, les AMO, bref, tous ceux dans la profession qui travaillent sur ces sujets. Deuxième partie, les élus. Nous avons rencontré les associations d'élus, puisque tout le monde est concerné. Que vous ayez été victime d'émeutes, d'inondations ou pas du tout, tout le monde est concerné. Et puis les administrations, notamment les administrations centrales, qui sont présentes ici, puisque l'État est aussi le garant de l'ensemble de l'équilibre. Administrations qui vont participer à la table ronde et que je vais vous présenter dans un instant. Voilà. Et donc on y reviendra. On a eu 3 mois pour travailler sur ce dossier. Et donc nous avons rendu 25 préconisations. Le Sénat, comme vous l'avez dit, a travaillé en parallèle. Et ce qui est déjà une bonne nouvelle, c'est que le Sénat est d'accord avec les élus locaux sont d'accord avec le Sénat, ce qui est quand même déjà quelque chose de rassurant. Le diagnostic est partagé et les propositions aussi. Et donc on y reviendra. Ce rapport devait être remis à Bruno Le Maire le 26 juin 2024. Entre-temps, il s'est passé plein de choses, ce qui fait que ce rapport n'a pas officiellement été remis à Bruno Le Maire, mais il a été remis au mois de septembre au ministre de manière plus ou moins officieuse, en tout cas sous le manteau, puisque les journalistes l'avaient déjà en grande partie. Et donc, ce rapport est sur le bureau du Premier ministre depuis la rentrée de septembre. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains membres du cabinet du Premier ministre qui ont vraiment intégré une grande partie de ces idées du rapport. Et on espère tous que certaines d'entre elles seront reprises. Et pour terminer, pour ne pas être trop long, ce problème est un problème structurel qui ne pourra pas être réglé avec un coup de baguette magique ou avec un claquement de doigts. Et que s'agissant du marché de l'assurance, c'est un marché qui est cyclique. Et il s'agira de savoir si nous sommes au-dessus de la vague ou en dessous du creux, et savoir si on va remonter la pente. Mais tout ça ne se fera pas, parce que j'ai beaucoup d'élus qui m'appellent et me disent « Alain, j'ai plus de contrat d'assurance, qu'est-ce que tu veux faire pour moi ?» Je ne suis pas courtier en assurance, je ne pourrai pas te retrouver un assureur. Tout ça est un sujet de fond, et nous sommes là aujourd'hui pour en tisser quelques pistes afin de relier, enfin de reconstruire cette relation de confiance, parce que vous savez, un assureur, c'est comme un médecin. Messieurs les assureurs, on vient vous voir quand ça ne va pas. Voilà, quand on est en bonne santé, il n'y a aucune raison de voir son médecin. Quand on n'a aucun dommage, on n'a aucune raison de voir son assureur. Et donc, cette relation de confiance, elle est essentielle pour qu'on puisse gérer nos collectivités avec sérénité. Merci Alain Chrétien pour ces mots d'introduction. Nous parlerons de ce qu'il y a dans ces 2 rapports, Husson et le vôtre, dans un instant. Le temps pour moi de vous présenter...
présentation des rapports dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous verrons les perspectives et les modes d'action à mettre en œuvre dans nos communes, la façon dont on peut essayer d'avancer. Peut-être même parmi vous, avez-vous quelques idées ou des bons exemples de ce que vous avez fait pour favoriser justement cette avancée et dont tout le monde pourrait s'inspirer. Et puis, bien entendu, un temps de questions-réponses avec vous. On se laissera 20 minutes pour que vous puissiez poser des questions. Questions, je le précise maintenant, qui ne doivent pas être des cas particuliers rapportés maintenant. On ne traitera pas vos cas particuliers, et comme l'a dit M. Chrétien, les assureurs ne sont pas dans la salle. Les représentants, oui, mais bon, votre assureur n'est pas là pour votre cas particulier. Donc, tout ce qui peut faire avancer le débat sera intéressant. Je vous présente Paul Esmin. Vous êtes directeur général de France Assureur, avec un S. En quelques mots, rappelez-nous peut-être qui est France Assureur et à quoi servez-vous? Où intervenez-vous? France Assureur, c'est le nom d'usage de la Fédération française de l'assurance. Donc c'est la fédération qui rassemble les différents assureurs qui exercent en France. On a à peu près 99% des assureurs qui exercent en France qui sont membres de la fédération. Donc on est en quelque sorte la voix de l'assurance, mais je précise un distinguo qui est important, on n'est pas la voix de chaque assureur. C'est-à-dire que les acteurs qui sont membres de notre fédération sont bien évidemment en concurrence les uns avec les autres. Chacun a sa stratégie, sa politique commerciale, et ce n'est pas des sujets qu'on discute au sein de la fédération. Vous n'êtes pas un régulateur? Non, on n'est pas un régulateur. D'accord. Vous fédérez simplement les assureurs, les porteurs d'un même métier. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, vous êtes donc un professionnel du risque. Vous-même, vous accompagnez les collectivités. Vous avez fait en 2023 un panorama du marché de l'assurance et des sinistres. C'est bien ça? C'était en 2023. Et vous nous direz quel est l'état du marché et ce qu'il convient d'en penser justement au regard de la situation actuelle. À vos côtés, Édouard Vieillefond. Vous êtes directeur général de la Caisse centrale de réassurance, ce qu'on appelle la CCR. Alors, en quelques mots, pareil, même exercice, la CCR, c'est quoi? Comment intervenez-vous? Alors, CCR, c'est la Caisse centrale de réassurance, qui est le réassureur public en France qui bénéficie de la garantie de l'État et qui, grâce à cette garantie, peut solvabiliser le marché de l'assurance pour des risques extrêmes qui, sinon, ne pourraient pas être couverts. Donc, typiquement, les inondations, les tremblements de terre, la sécheresse qui fait craqueler les maisons, etc. etc. Donc ça, c'est la mission principale, qui est très bien connue à travers notamment le fameux régime CatNat de 1982, mais il y a d'autres risques que les CatNat. Il y a par exemple du terrorisme, de la responsabilité civile d'exploitants nucléaires, et puis de temps en temps d'autres risques qui passent et qui sortent et que nous couvrons. Mais nous sommes d'abord un réassureur, c'est-à-dire que nous intervenons au-dessus des assureurs. Et le deuxième métier que nous avons chez CCR, c'est celui de conseiller, c'est-à-dire qu'avec le savoir que nous avons, avec les modélisations que nous développons, eh bien, nous donnons des conseils au pouvoir public d'abord, dans l'amélioration et la pérennisation de leur politique publique, mais plus largement au grand public, à nos cédantes, c'est-à-dire aux assureurs, pour dire à tel ou tel endroit ou pour telle ou telle politique, il vaut mieux aller dans tel sens, que ce soit pour la prévention, que ce soit pour l'indemnisation, etc., etc. Donc, en résumé, double rôle, réassureur public, particulier, et deuxième rôle, conseiller dans un sens assez large. Quand on dit réassureur, j'entends en béotien que je suis que chaque assureur est assuré chez vous? Alors, un réassureur, au départ, normal, privé, classique, SCOR, Swiss Re, c'est un assureur d'assureurs, pour simplifier. C'est aussi simple que ça. Après, nous, on est un réassureur public particulier qui n'intervient que pour les risques qui sont spontanément inassurables. Est-ce qu'on assure tous les assureurs de France? Pas tous, mais un peu comme Paul. Presque tous, puisqu'on a 95% du marché. Il faut savoir que, par exemple, dans le régime catastrophe naturelle, c'est un régime optionnel. C'est-à-dire, un assureur a le droit de ne pas contractualiser avec nous. Mais la très, très grande majorité le font évidemment pour des raisons totalement évidentes, qui est que s'ils ne le font pas, ils ne pourront pas être solvabilisés sur certains périls. Je prends les inondations ou la sécheresse, typiquement. Et donc, la très grande majorité le fait, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation, ce qui est extrêmement important dans le mécanisme global, parce que nous sommes en concurrence
avec des réassureurs privés, c'est parfaitement normal, contrairement à d'autres modèles, hein, par exemple en Espagne. Et puis c'est surtout ce qui a été approuvé aussi par la Commission européenne à Bruxelles à une époque, en disant il faut bien que votre fonctionnement soit un fonctionnement de droit privé, notamment, principalement dans les accords que nous avons avec les assureurs. Et ça veut dire que vous-même, vous êtes financé par les cotisations des assureurs? Alors nous, on est un réassureur, donc on fonctionne... alors nous gérons aussi des fonds pour le compte de l'État, mais je le mets de côté, c'est une partie beaucoup plus publique, entre guillemets. Dans la partie, je dirais, de droit privé, il est très clair que nous vivons avec les primes que nous reversent ou que nous versent les assureurs. Donc un réassureur, c'est toujours quelqu'un qui va prendre des primes à un assureur qui lui-même prend des primes à des assurés. Donc on est au 3e niveau, et dans notre système un peu de tranche comme ça, le 4e niveau, c'est l'État qui nous garantit, qui nous permet globalement de fonctionner. Donc a priori, vous fonctionnez moins souvent, mais vous avez une surface financière qui est plus importante, qui permet d'intervenir en cas d'extrémité. On a une surface financière qui surtout qui fonctionne grâce à la garantie de l'État. D'accord. Alors justement, l'État, Martin Landais, vous travaillez à la Direction générale du Trésor et de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes sous-directeur en charge des assurances, précisément. Vous êtes en charge de la réglementation du secteur et vous représentez donc le ministère de l'économie. L'enjeu, dites-vous, c'est de faire revenir les assureurs qui ne répondent plus aux appels d'offres. Et précisément, vous nous direz comment. Donc vous n'êtes ni un assureur, vous n'êtes pas financeur non plus, mais garant. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas grand-chose. J'étais un peu court là-dessus. La direction du Trésor, donc effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une direction qui est au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. La direction du Trésor, sa mission, c'est de proposer et de conduire sous l'autorité des ministres la politique économique au plan national, européen et international. Au sein de cette direction, il y a en effet un service qui est en charge de la réglementation financière, du secteur financier et notamment du secteur des assurances. Et donc, effectivement, ça recouvre les enjeux de bon fonctionnement du marché des assurances et notamment du marché des assurances de catastrophes naturelles, des risques extrêmes. Et sur ces sujets, évidemment, on travaille avec la Caisse centrale de réassurance, qui est à 100% publique et qui met en œuvre ces politiques de réassurance. Donc, effectivement, vous le disiez, notre enjeu, c'est qu'on ait un marché en France, un marché des assurances qui fonctionne. Qui fonctionne, ça veut dire qu'il y ait le jeu de la concurrence réellement, qu'on ne soit pas en situation de duopole ou de trop peu d'acteurs qui soient présents sur un marché et qui ne permettent pas réellement d'avoir une offre satisfaisante pour les assurés et notamment les collectivités locales. Merci pour ces précisions, ces présentations. Alors, Alain Chrétien, je me retourne vers vous, donc coprésident de ce forum, mais aussi rapporteur donc de cette mission demandée par Bruno Le Maire à l'époque, que vous avez déposée sur le bureau du Premier ministre, donc, dont vous attendez les premiers retours. Et pourtant, vous dites il devient urgent de mettre en œuvre les recommandations du rapport afin de garantir au plus vite une capacité de s'assurer aux collectivités. Je lis là, j'ai sous les yeux le communiqué de presse. Expliquez-nous dans les grandes lignes, vous avez dit que vous avez audité et les assureurs, et les assurés, les collectivités. En fait, vous avez fait un grand tour d'horizon, véritablement. Qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les préconisations qui sont les vôtres dans ce rapport? Alors, avant, quelques éléments de contexte. Dans les années 2010-2020, tout se passait bien. On avait des assureurs qui nous assuraient à un coût particulièrement compétitif, puisque dans le recensement qu'on a fait, les cotisations entre 2010 et 2018 ont baissé en moyenne de 7%. Ça veut donc dire que jusqu'à présent, l'assurance des collectivités ne posait aucun problème. Et d'ailleurs, on recevait tous par mail signature électronique. Il suffisait de cliquer sur envoyer ou approuver pour que notre contrat soit signé et qu'on reçoive les pièces par Internet. Et l'affaire était réglée. Jusque-là, aucun sujet. Pendant cette même période, il faut le dire aussi, les assureurs se sont mis dans une situation de concurrence tarifaire assez féroce, d'où la baisse des tarifs.
et que c'était nous qui étions collectivité en rapport de force, puisqu'on n'avait qu'à faire jouer la concurrence, et c'était le mieux-disant qui nous assurait. Ça, c'était le creux de la vague. Vous Ça, parliez c'était alors soit le creux pour les assureurs, parce que là, ils étaient en situation de concurrence, ou le dessus de la vague pour nous, parce que nous, on était en rapport de force, et c'est nous qui décidions quel assureur on allait choisir pour protéger nos biens. Sauf que cette situation de court terme était favorable pour nous, sauf que c'est le prémisse de cette fragilisation, puisque dans un marché concurrentiel où chacun se tire la bourre pour avoir des clients, eh bien on réduit sa marge, on se fragilise, et certains, dans cette période, disent « Oh là là, moi je ne vais plus voir les collectivités, parce que quand je vois la guerre que les collègues se mènent, cette affaire finira mal. » Donc petit à petit, les assureurs ont commencé à retirer leurs billes d'un marché ultra concurrentiel et ultra réduit, puisque rappelons-nous, nous ne sommes collectivement que 5% environ du chiffre d'affaires des assureurs. Donc on est une toute petite niche et les assureurs n'ont pas besoin de nous pour exister. Les assureurs n'ont pas besoin de nous pour exister, sauf que nous, on a besoin des assureurs. Comme je vous le disais en introduction, pour protéger nos écoles, nos gymnases, nos crèches. Vous êtes 5% des primes. 5% du chiffre d'affaires. Oui, c'est ça, du chiffre d'affaires. On a à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les collectivités locales sur un marché de plusieurs milliards et encore plus si on intègre les assurances vie. Donc nous sommes un tout petit marché pour les assureurs, mais nous on a besoin d'avoir une assurance. Donc cette concurrence féroce de certains acteurs a fragilisé le marché, a commencé à ce que certains assureurs se retirent du marché et petit à petit on arrive à une situation d'oligopole, voire même de duopole, où on a deux principaux acteurs qui couvrent une grande majorité de nos collectivités. On les a tous en tête. On peut dire les noms, c'est Groupama et l'ASMACL. Et puis ensuite, on a AXA, on a d'autres. Mais Groupama et l'ASMACL, c'est une grande partie des assureurs des collectivités. Donc on arrive à la fin de la décennie 2010, un marché fragile, avec des assureurs qui commencent à se retirer. Et donc, nous sommes face à deux facteurs aggravants d'un marché déjà fragile, avec l'explosion des coûts relatifs au climat, puisque jusqu'à présent, on était à peu près à 2 milliards de dommages tout confondus chaque année, et on est passé à 20 milliards en fin de décennie. Donc une explosion des coûts des dommages climatiques tout confondus, je ne parle pas que des collectivités. Et deuxième facteur aggravant, on l'a évoqué tout à l'heure, les émeutes de 2023. Donc, le climat et les émeutes sont des facteurs aggravants du déséquilibre du système et pas les facteurs déclencheurs. Nous étions déjà dans un système hyper fragilisé où les assureurs commençaient à se retirer et est venue à ce moment-là l'explosion des dégâts climatiques et les fameuses émeutes de 2023. Donc, un contexte, c'est pour vous faire un petit peu, pour vous donner un peu le tableau, où on commence à recevoir, moi-même je l'ai reçu, c'est d'ailleurs ce qui a généré cette responsabilité, un courrier de mon assureur qui me dit « Monsieur le maire, à compter du 1er janvier 2024, nous ne vous assurerons plus. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'assurance de mes sentiments distingués, signé le directeur régional de mon assureur. » Les services juridiques de ma ville me disent « Monsieur le maire, on n'est plus assuré au 1er janvier. » Je dis que comment ça on n'est plus assuré au 1er janvier? Ben non, on a reçu un courrier de notre assureur qui nous dit qu'on ne sera plus assuré. Ben, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je ne serais pas au courant de certaines choses? On n'a pas été touché par les émeutes, contrairement à Charlotte. On n'a pas eu d'inondation spectaculaire dans la commune depuis des années. Je ne me rappelle pas avoir vu des voitures de la ville fracassées autour de poteaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, monsieur le maire, on est comme vous, on s'interroge, parce qu'on a l'impression d'avoir fait des choses de mal et on ne comprend pas. Et donc, ce que moi j'ai ressenti, vous êtes sans doute beaucoup ici à l'avoir vécu aussi, recevoir une lettre de résiliation sans aucune justification pour le 1er janvier ou le 1er juillet. C'est ça qui a fait que l'AMF s'est saisie du sujet. Et donc, nous avons travaillé, comme je vous le disais, avec Jean-Yves Dagès, puisque nous ne sommes pas là pour mettre en opposition les collectivités locales et le monde de l'assurance. Nous sommes là pour essayer de reconstruire une relation de confiance. Donc les assureurs ne sont pas des méchants, les collectivités ne sont pas des irresponsables, sauf que les assureurs, ce sont des entreprises privées. Au Sénat, lors de l'audition, un sénateur me dit il n'y a qu'à créer un assureur public. Comme il y a la Banque des territoires, il y aura l'assureur des territoires. Bon, je dis monsieur le sénateur, cet assureur des territoires, il existe déjà, c'est l'ASMACL.
elle a été créée pour et par les élus, mais on voit bien que la SMACL est en difficulté. Et puis 2, c'est un marché concurrentiel, où on vend du risque, on achète du risque, comme on achète de la farine ou des saucisses. Voilà. Bon. Et donc, on ne peut pas, 1, obliger les assurances à vous assurer, et 2, ce marché de l'assurance répond à un marché concurrentiel qui plus est garanti par l'Union européenne. Et donc, c'est très compliqué de formaliser, de canaliser, de contraindre les assureurs à assurer les collectivités locales. Donc on écarte tout de suite l'idée d'un service public de l'assurance qui serait obligatoire et qui couvrirait l'ensemble des communes de manière uniforme. Donc ça veut dire que notre objectif, c'est justement de recréer de la confiance et de faire revenir les assureurs autour de la table. Pour ce faire, il faut qu'à minima, ils ne perdent pas de l'argent quand ils nous assurent. Et nous avons quelques pistes qu'on va évoquer, que je vais évoquer dans quelques instants pour ne pas être trop long. Le premier sujet, c'est on s'est rendu compte que nous, collectivement, collectivités, nous avons une très mauvaise connaissance de notre patrimoine. Alors, le problème de l'assurance des collectivités ne concerne naturellement pas les 35 500 communes de France, puisque dans 34 000 communes, 33 000 communes, on a du mal d'ailleurs de savoir quelle est l'ampleur du problème. On essaie de faire des sondages, de vous interroger les uns les autres. C'est très compliqué d'avoir une vision très claire du sujet, donc c'est pour ça qu'on voudrait avoir un observatoire pour mieux comprendre quels sont vos problèmes. Mais donc ça ne concerne que quelques milliers de communes, les communes qui ont justement ces fameux services publics. Il n'y a pas des piscines dans toutes les communes, il n'y a pas des crèches dans toutes les communes, il n'y a pas des gymnases dans toutes les communes. Donc on a un grand nombre de communes rurales qui n'ont aucun problème d'assurance. Des communes de 500, 700, 1000, 1500 habitants, 2000 habitants, qui n'ont pas forcément beaucoup de services publics, qui ont certes la mairie et la salle polyvalente peut-être. Ça ne pose pas de problème. Ça pose un problème pour ceux qui ont ces fameux grands services publics. Et donc, on s'est rendu compte que collectivement, nous avons une mauvaise connaissance de notre patrimoine. Et les services m'ont dit, monsieur le maire, quand on a vu qu'on avait un problème d'assurance, on s'est rendu compte que notre assureur assurait un véhicule qui n'existe plus depuis 5 ans. Voilà, même chez moi, j'ai comment ça? Bah oui, on n'avait pas fait le recensement de nos véhicules et on s'est rendu compte dans la liste des biens qu'il y avait une fourgonnette qui avait été réformée depuis 2019 et qui était encore assurée. Donc on a un sujet de connaissance de notre patrimoine, de mise à jour de la qualité de notre patrimoine. Et jusqu'à présent, je parle sous le contrôle des professionnels, on assurait comment? Au forfait au mètre carré. Combien vous avez de mètres carrés à assurer? À la louche, on doit en avoir 4500. Bon, alors 4500 par 11 € du mètre carré, voilà votre prime. Pour simplifier, c'était ça. Quand tout allait bien, dans le monde idéal de la décennie 2010, quand tout allait bien, c'était un peu le système. On avait un ratio, et puis c'est celui qui avait le ratio le plus faible, avec les meilleures garanties, qui gagnait le contrat. Aujourd'hui, on est au mètre carré près maintenant. Et un mètre carré d'un gymnase en mauvais état coûte plus cher qu'un mètre carré d'un gymnase rénové. Et on a tout de suite compris pourquoi. C'est qu'un gymnase en mauvais état, il a beaucoup plus de risques de brûler qu'un gymnase rénové en bon état. Et donc, l'assureur doit réduire sa cotisation lorsqu'on a rénové le gymnase. Et très souvent, l'assureur il continue à assurer un gymnase en mauvais état alors qu'il est rénové. Parce que justement, on n'a pas fait à jour, on n'a pas mis à jour notre patrimoine. Et que ce que nous souhaitons, c'est que le contrat évolue au fil du temps et qu'à un moment donné, on a fait des investissements, on a rénové la défense incendie, on a modifié les fondations du bâtiment parce qu'on s'est rendu compte qu'il se fissurait. Et donc, il faut qu'on ait cette mise à jour beaucoup plus régulière. Et ce qu'on demande, c'est que nous ayons un interlocuteur physique. Comme on connaît son médecin traitant, il faut qu'on ait notre assureur traitant et que régulièrement, ils viennent nous voir pour dire votre gymnase il est rénové, donc on l'assurait à 15 € du mètre carré, et désormais on va l'assurer à 11 € ou à 10 € du mètre carré parce qu'il est rénové, donc il nous coûtera moins cher si jamais il brûle, parce qu'il a beaucoup moins de risques de brûler. Donc premier sujet, une meilleure connaissance de notre patrimoine. Alors c'est facile quand on a un gymnase ou une salle polyvalente, c'est tout. C'est beaucoup plus compliqué quand on est une plus grosse commune, comme Charlotte au Petit-Quevilly, et qu'il faut qu'on ait une vision très claire. Il faut faire une fiche par bâtiment, et quand l'assureur y vient, vous lui mettez la fiche sous le nez, date de construction, date de rénovation, système de protection mis à jour, la commission de sécurité est passée, etc. Il faut lui faciliter la tâche,
Et en contrepartie, lui, il faut qu'il ajuste sa cotisation à la qualité du patrimoine. Voilà une première piste sur le sujet que nous avons proposé aux... Alors, c'est surtout sur nous que ça repose, parce que c'est du boulot en plus. Il faut que le service technique fasse ce diagnostic souvent. Et vous suggérez, pardon de vous couper, parce que j'y pense maintenant, on en a parlé, vous suggérez que par l'intermédiaire du CNFPT, notamment, il y a des formations pour des spécialistes, justement, de cette capacité à comprendre le patrimoine des communes. Non seulement il faut qu'on ait une meilleure connaissance de notre patrimoine, il faut aussi que ce patrimoine soit mis à jour régulièrement en termes de référentiel. Et dans le travaux qu'on a mené avec Jean-Yves Dagès, moi j'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris ce que c'était que le Q18. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Q18? Vous allez nous le dire, je sens. Le Q18, c'est un alors je parle avec mes mots, hein, un certificat qui certifie qu'il n'y a pas d'échauffement électrique dans la structure du bâtiment. Je parle sous le contrôle des spécialistes. Hein. Et le Q18, c'est un référentiel qui est utilisé extrêmement souvent dans les entreprises privées. Et quand l'assureur vient voir l'entreprise et il dit « Salut, Jean-Paul, il est chef d'entreprise, il construit des boulons. » Voilà. Et son assureur vient le voir, il dit « Bon alors, ton Q18, il est à jour? Pas de problème, tiens, le voilà. » Ah bah super, donc je sais qu'il n'y a pas d'échauffement dans ton bâtiment, donc il n'y aura pas de risque d'incendie parce que le circuit électrique est aux normes, pas de problème. Le même assureur vient voir le même Jean-Paul qui est maire. « Alors, est-ce que tu as ton Q18 ?» Le maire, il le regarde avec des gros yeux, il dit « Mais de quoi tu me parles ? J'ai pas de Q18, je ne sais pas ce que c'est que ton Q18. » Ah bah là, ça m'ennuie parce que je voudrais bien savoir si ton gymnase, il n'y a pas des risques d'échauffement électrique dans la structure. Si tu n'as pas ton Q18, je suis ennuyé. Bah écoute, je vais quand même regarder si je peux assurer ton bâtiment, mais j'aurais bien aimé avoir ton Q18. Donc, ce que nous souhaiterions dans ce rapport, c'est que nous intégrions la culture du risque dans nos collectivités comme les entreprises le font. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'une collectivité, c'est une entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, un service public, ce n'est pas non plus une usine de production de boulons. Sauf que le chef d'entreprise, lui, quand son bâtiment il brûle et qu'il ne peut plus produire ses boulons, c'est du chômage partiel, c'est l'interruption de ses fournisseurs qui vont aller voir ailleurs. Donc il y a un vrai risque. Donc le chef d'entreprise, lui, il a intérêt à ce que ses bâtiments soient assurés pour continuer à faire son chiffre d'affaires. Ben nous, c'est la même chose. Si notre école, elle brûle, notre chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est nos élèves qui vont suivre les cours, c'est nos sportifs qui vont faire leurs activités, c'est ça notre chiffre d'affaires à nous. Donc il faut aussi que notre chiffre d'affaires, il continue. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait dans nos services quelqu'un qui sache ce que c'est que le Q18, qui sache le montrer à l'assureur le jour où il viendra. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on ait un manager de risque. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas forcément une embauche supplémentaire, parce que dans le contexte actuel, hein, on l'a tout de suite compris. Si Chrétien, la seule chose qu'il a à nous proposer, c'est d'augmenter nos dépenses pour ça, c'est pas la peine d'avoir fait 3 mois d'audition. Mais on peut peut-être les partager. On peut très bien trouver un agent. Ça peut être le préventeur. Dans certaines communes, dans beaucoup de communes, on a des préventeurs qui sont chargés de vérifier que quand on monte un escabeau pas trop haut pour changer une ampoule, on ne risque pas de tomber. C'est normal, c'est la protection des salariés. Eh bien, ça peut être le préventeur qui soit aussi chargé de cette gestion des risques et qui mette à jour l'ensemble des référentiels. Et il faut aussi qu'on harmonise nos référentiels avec le privé. Parce que l'assureur, lui, ce n'est pas un spécialiste des collectivités. C'est un spécialiste du risque. Et donc le risque, il existe autant en collectivité que dans le privé. Sauf que nous ne parlons pas la même langue. Nous ne parlons pas la même langue, nous n'avons pas les mêmes référentiels. Et donc, quand l'assureur il dit « Oh là là, il faut que j'aille voir la commune de machin », alors déjà, avec leurs appels d'offres, on va y revenir, j'y comprends rien, ça me gonfle. Donc, quand il faut que je réponde aux appels d'offres de la commune, il y a des paperasses, donc ça me plaît pas. Et puis 2, quand je leur parle de mes référentiels, ils n'y comprennent rien non plus. Donc, on ne parle pas la même langue entre l'assureur et la collectivité. Donc, c'est aussi une révolution qu'il faut qu'on intègre dans la gestion de notre risque. Et il faut qu'on s'inspire de ce qu'on fait, de ce que font les chefs d'entreprise pour les impératifs que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ce manager de risque, ça peut devenir un poste de la fonction publique territoriale. D'ailleurs, je rencontrerai dans les jours qui viennent le président du CNFPT pour lui proposer de réfléchir à une maquette pédagogique pour que celui ou celle qui veut devenir manager de risque sur demande du maire puisse le faire et puisse se former grâce au CNFPT pour que ce poste de manager de risque devienne un poste qui soit popularisé, familiarisé. Les managers de risque commencent à émerger dans nos collectivités, mais c'est un sujet qui est beaucoup trop limité et peu connu. Deuxième préconisation dans nos affaires,
Le code des marchés publics. Là aussi, c'est un vrai handicap dans le dialogue entre le monde de l'assurance et le monde des collectivités. Comme je vous le disais, l'assureur, il vend du risque. Il ne répond pas forcément, il n'est pas un spécialiste du code des marchés publics. Et dans tout son portefeuille de clientèle, on va dire qu'il a 150 clients. Ben sur ces 150 clients, il a 130 clients du privé et il a une vingtaine de collectivités. Les clients du privé, il sait comment ça fonctionne, mais quand il faut qu'il aille voir répondre aux appels d'offres de la collectivité, pour lui, c'est une galère. Déjà, l'assureur, il est méfiant parce qu'il ne connaît pas le code de la commande publique. Et quand il le connaît, ça le gonfle parce que c'est compliqué. Alors, je ne dis pas qu'il faut, on n'est pas allé jusque-là avec Jean-Yves Dagès, qu'il faut que l'assurance redevienne un bien qu'on achète uniquement par le code de l'assurance et qu'on enlève le code des marchés publics, parce qu'il y a aussi une nécessité de transparence dans le choix de l'assureur et de mise en concurrence, et le code de la commande publique, c'est son boulot. Mais il faut qu'on puisse adapter la pratique du code des marchés publics pour que ce soit le plus facile possible pour l'assureur d'y répondre. Un exemple, l'acte d'engagement. Aujourd'hui, Bercy a produit un acte d'engagement unique, qui soit le même pour tout le monde. Sauf qu'on continue à produire nos propres actes d'engagement. Ce qui fait que l'assureur, il faut qu'il relise à chaque fois un acte d'engagement différent d'une commune à l'autre. Alors que si les assureurs avaient un document unique en France où tout le monde utilise le même, déjà, ça familiarise. Donc, nous avons aussi une mise à jour à faire dans notre pratique du code de la commande publique, puisque ce qui est préconisé pour l'instant par Bercy, c'est le recours systématique à l'appel d'offres. Puisque vous savez qu'on a plusieurs outils pour la commande publique, les marchés négociés, les marchés des gré à gré, l'appel d'offres, et que cette procédure, le choix de la procédure correspond au niveau de la cotisation ou au niveau des prestations qui sont demandées. Jusqu'à présent, Bercy nous dit « hors de l'appel d'offres, point de salut ». En gros, c'est ce qui est marqué dans le guide pratique qui date de 2008. Or, on se rend bien compte que l'appel d'offres, c'est beaucoup trop rigide. Pourquoi? Parce que dans un appel d'offres, vous exprimez un besoin et l'assureur doit répondre exactement aux besoins que vous avez rédigés. Si l'assureur ne répond pas exactement aux besoins que vous avez rédigés, l'appel d'offres est infructueux. Donc si vous voulez une Renault 5 avec 4 roues et une antenne de radio sur le toit, et que finalement il n'y a pas d'antenne radio sur le toit, vous n'achetez pas la voiture. Sauf que l'assureur, lui, il n'a pas la même vision que vous de votre risque, et donc ses réponses sont très souvent différentes en appel d'offres de ce que vous lui demandez. D'où le fait que l'appel d'offres, il est très souvent infructueux, ou que même ils ne répondent pas, parce que ça les gonfle tellement c'est compliqué, et qu'en plus, la manière dont vous avez rédigé votre besoin, il ne le comprend absolument pas, donc il a meilleur temps de ne pas répondre que de perdre du temps non seulement à rédiger la réponse, mais en plus à ne pas être sûr d'être pris. Donc son chef d'agence, il lui dit, écoute, laisse tomber la commune de machin, parce qu'en plus on n'est pas sûr d'être pris, tu vas passer des heures à répondre aux pièces de marché, et on n'aura peut-être pas le marché. Donc concentre-toi plutôt sur nos clients du privé, c'est beaucoup plus facile. Ça veut donc dire que nous souhaitons aussi que la procédure de marché négocié devienne la procédure plus familière pour les assurances. Parce que justement, on va pouvoir négocier. Notre assureur va pouvoir nous dire, mais écoutez, non, ce bâtiment-là, monsieur le maire, il ne faut pas l'assurer. Vous voulez l'assurer, mais il ne vaut plus rien. Et puis on l'a bien vu, il est à l'écart de tout. Si jamais il brûle, il sera le seul à brûler. Donc à la rigueur, vaut mieux le laisser brûler et puis que vous le reconstruisiez. Alors que nous, on va vous l'assurer, ça va vous coûter des sous, et alors qu'il ne vaut plus rien. Ah bon, vous croyez? Oui, ne l'assurez pas. Oui, mais dans l'appel d'offres, oui, mais c'est pour ça qu'on ne répond pas, parce que vous voulez assurer un bien que nous, on estime qu'il ne faut pas assurer. Alors que dans la procédure de marché négocié, l'assureur va pouvoir vous faire des propositions qu'il jugera, lui, beaucoup plus compatibles avec le contexte. Et donc, on arrivera, à force de négociation, à trouver quelque chose qui correspond beaucoup plus à notre besoin et qui correspond aussi à la vision que l'assureur a de vos risques. Et donc là aussi, le travail a déjà commencé, puisque Bercy a accepté de commencer à travailler sur une nouvelle rédaction du guide pratique, puisque
Quand vous avez un directeur général des services pour les communes un peu plus grandes qui s'occupe du sujet, quand on lui dit ben, ça y est, c'est le moment de renouveler notre marché d'assurance, le directeur général, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le guide pratique qui est quand même rédigé par l'État, parce qu'au bout du compte, c'est quand même le préfet qui va faire le contrôle de légalité sur le marché de l'assurance. Et le guide pratique, il dit hors de l'appel d'offres, point de salut. Alors le directeur général, il dit si je propose au maire un truc qui va se faire retoquer par le préfet, je vais me faire engueuler. Donc autant que je fasse de l'appel d'offres. Donc on est en train de rédiger un nouveau guide pratique, parce que le guide pratique date de 2008, rappelez-vous, à l'époque où tout se passait bien, qu'on appuyait sur un bouton et que c'était nous qui choisissions notre assureur. Donc le guide pratique doit être totalement rédigé pour coller au contexte actuel et donc avoir une meilleure facilité pour aller chercher les marchés négociés. Voilà les deux premières pistes sur... alors, il y en a beaucoup d'autres, hein. On en a 25. Sur les principales. Je ne vais pas vous infliger les 25 recommandations. Mais voilà, ces deux idées-là, déjà, il faut que ça résonne dans votre tête et qu'on fasse ce travail de recensement de notre patrimoine et qu'on ait une pratique différente du Code de la commande publique. Merci beaucoup Alain Chrétien pour cette présentation du rapport que vous avez donc déposé sur le bureau du ministre il y a quelques semaines, qui est à l'étude en ce moment. Je voudrais me tourner justement vers les assureurs et notamment peut-être Paul Esmin, directeur général de France Assureurs. Alain Chrétien l'a dit à l'instant, il faut parler le même langage. Or, il semblerait que vous ne parliez pas le même langage, ce qui... ça m'interpelle parce que je me dis que finalement les assurances auxquelles M. Chrétien faisait référence tout à l'heure, hein, Groupama, la SMAC, les d'autres, sont quand même des spécialistes, sont devenus des ultra spécialistes des collectivités, de la commande publique. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas les assureurs, alors je sais que vous n'êtes pas vous assureur, mais parmi vos adhérents, j'imagine qu'il y a des spécialistes maintenant, même des ultra spécialistes qui doivent comprendre cette commande. Oui, bien sûr. Oui, on vous entend. Oui. Sur le constat qui a été dressé par Alain Chrétien, je le partage très largement. Et d'ailleurs, je partage aussi les recommandations qui ont été formulées dans le rapport. Pour répondre à votre question, effectivement, c'est un marché de spécialistes. C'est un marché de spécialistes où il y a aujourd'hui peu d'acteurs. Vous avez utilisé le terme oligopole. C'est vrai, d'un point de vue sémantique ou étymologique, au sens premier du terme, il y a très peu d'acteurs. Hein. Il y a 2 acteurs qui font 50% du marché et 5 qui doivent faire 75% du marché. Groupama, SMAC, Maïf. Oui, en tout, il doit y avoir une dizaine d'acteurs sur le marché des collectivités locales. Donc, oligopole au sens où il y en a peu. Mais généralement, quand on entend le terme oligopole, on a dans l'idée que c'est un marché avec des barrières à l'entrée, où il y a quelques acteurs qui gardent jalousement ce marché parce qu'il est particulièrement rentable. En réalité, il n'y a rien qui décrit moins que ça la réalité de l'assurance des collectivités locales. Je ne vais pas revenir sur le constat que vous avez dressé et que je partage encore une fois. La réalité, c'est que c'est un marché qui est déficitaire depuis 10 ans. Et ça a été encore exacerbé dans les années passées. Et je dis depuis 10 ans, non pas qu'avant c'était bénéficiaire, c'est juste qu'avant j'ai pas les chiffres. Mais je pense qu'on peut en réalité prolonger le trait sur une période bien plus longue. Vous le disiez, il y a une période entre 2010 et 2020 où les primes ont baissé au total, je crois, de 7%, vous disiez. Ça ne correspond évidemment pas à la réalité du risque. Ça veut dire qu'on était dans une situation de volonté effrénée de certains acteurs de gagner des parts de marché. Et pour vous donner juste une illustration, sur la seule année 2023, qui était certes atypique du fait des émeutes, l'augmentation de la sinistralité sur une année, c'est plus 14%. Donc vous imaginez si sur 10 ans, on a eu une baisse de 7% des primes, à quel point le marché était déséquilibré. Le rapport Husson dit qu'en 60 ans, entre 1982 et 2023, c'est 40 milliards d'euros qui ont été servis en indemnité, et ce sera plus 69 milliards d'euros d'ici 2050, en progression. Donc on est effectivement dans une phase de fort risque.
On est dans une phase de fort risque parce que les collectivités locales sont au confluent ou à l'intersection d'un certain nombre de risques qui augmentent très fortement dans notre société, hein, que vous avez cités. Le risque climatique, pour mémoire, Édouard Vivron en parlerait mieux que moi, entre les années 80 où on avait mis en place le régime des catastrophes naturelles et aujourd'hui, tout risque climatique confondu, on est sur un facteur multiplicatif de x4. En euros constants, bien sûr, sans tenir compte de l'inflation. Il y a le risque émeute. On a quand même eu un certain nombre, je ne vais pas vous les rappeler, d'événements qui ont été particulièrement lourds. Mais rien que pour donner des chiffres, pas vous assommer avec des chiffres, mais les émeutes de 2023, à la suite de la mort de Naël, c'était pratiquement 800 millions d'euros. On a eu la Nouvelle-Calédonie, il y a eu plus d'1 milliard d'euros de charges assurées sur un territoire qui fait 200 000 habitants. Donc on a aussi une situation qui concerne beaucoup de pays, mais qui est particulièrement prégnante en France. On y reviendra sur le risque émeute, c'est aussi une autre partie du rapport. On y reviendra tout à l'heure. Et j'ajouterais dans les risques aussi le risque cyber. Je sais que vous vouliez en parler. Évidemment, aucun de ces risques n'est spécifique aux collectivités territoriales. Ça concerne un peu tout le monde. Mais il y a une surexposition. Si on prend le risque cyber, par exemple, il y avait un rapport de l'ANSSI là, qui regardait le nombre d'interventions qu'ils avaient faites entre 2022 et je crois l'été 2023. Et il y avait 20% quasiment d'interventions qui portaient sur des collectivités territoriales. Alors, il y a deux risques qu'on n'a pas eu le temps d'examiner avec Jean-Yves Dagès dans le temps qui nous était imparti. C'est effectivement le risque cyber qui nécessite quasiment un rapport à lui tout seul. Et c'est aussi le risque statutaire. Parce que j'ai aussi eu beaucoup de questions sur le sujet, sur le financement des arrêts maladie, sur les accidents du travail. Il y a aussi tout un sujet sur la protection de nos agents du côté protection statutaire. On n'a pas non plus eu le temps de l'évoquer dans les 3 mois qui nous étaient impartis, mais ça nécessiterait aussi, avec les centres de gestion, un sujet à part entière. Oui, alors, effectivement. Donc, Martin Landais, pardon. Je voudrais juste compléter ce qui vient d'être dit par Paul Esmin. Peut-être d'abord en soulignant la qualité du rapport qui a été remis par Alain Chrétien et Jean-Yves Dagès. Grande qualité, et je vais dire aussi par l'effort la grande honnêteté intellectuelle dans le constat. Voilà, parce que le rapport de Jean-Yves Dagès et Alain Chrétien, comme le rapport de Jean-François Husson, souligne, et ce n'était pas nécessairement facile de le dire aussi clairement, qu'effectivement il y a un problème de tarification et que le coût des assurances, on évoquait des chiffres. Effectivement, depuis 2015, les dépenses réelles des collectivités territoriales en assurance, elles ont diminué de plus de 4%. Alors que, on vient de le mentionner, la sinistralité, elle augmente et elle augmentera dans le futur. Et donc, ce constat-là, il est clair et il est partagé. Et ça, c'était important, que ça soit mis clairement. Est-ce que c'est la seule cause? Non. Et comment on peut agir dessus autrement qu'en disant juste il faut que les prix augmentent? C'est ça finalement ce qu'on est en train d'essayer de dégager. Sur la connaissance des risques, on partage évidemment pleinement la recommandation. Un travail collectif qui concerne évidemment au premier chef les collectivités territoriales, mais pas seulement, alors que l'État doit faire sa part. Et puis sur le Code des marchés publics, là aussi, ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas changer le Code des marchés publics, je suis désolé de le dire. C'est des discussions qu'il faudra avoir au niveau de l'Union européenne et qui ne seraient pas nécessairement utiles au fond à régler. Et on ne le demande pas. On ne demande pas de changement du Code des marchés publics. Peut-être à la marge au niveau réglementaire sur certains sujets, mais le Code des marchés publics tel qu'il est aujourd'hui, il suffit de le pratiquer autrement. Exactement. Passer de l'appel d'offres à marché négocié, je crois que c'est le terme que vous utilisez, il faut passer par l'Europe ou on peut gérer ça en interne? Justement, et effectivement, Alain Chrétien le souligne, ce n'est pas du tout ce qui est demandé dans le rapport. Et ça tombe bien, puisque sinon on n'aurait pas pu le faire. Donc ça aurait été une recommandation qu'on aurait dû écarter. Donc ce n'est pas le cas. Vous acquiescez l'idée? Mais nous, on applaudit des 2 mains et des 2 pieds. Alors, simplement, M. Landais, il faut que la notion de complexité, l'État l'accepte. Parce qu'effectivement, avoir un contrat d'assurance pour sa flotte automobile, il n'y a rien qui ressemble plus à un Kangoo géré par une entreprise privée d'un Kangoo géré par une collectivité. Donc ça, effectivement, on ne va pas dire qu'un contrat d'assurance pour la flotte automobile, c'est complexe. D'ailleurs, c'est le seul qui est obligatoire. Je vous rappelle que le dommage au bien n'est pas obligatoire.
Le seul qui est obligatoire chez nous, c'est la flotte auto. Donc autant le vieux gymnase, on a le droit de ne pas l'assurer. tout à fait. Et on y reviendra. L'auto-assurance, c'est aussi une réponse qui doit être raisonnable, justifiée et sectorisée sur des biens très précis. Donc, la complexité, elle ne s'applique pas à la flotte automobile, elle ne s'applique pas non plus à la responsabilité civile, elle peut s'appliquer aux dommages aux biens. Et ce qu'on demande, c'est que l'État, en tout cas que le préfet, ne casse pas un contrat passé sous le mode du marché négocié est sur l'argument de la complexité. C'est le cœur de l'interprétation du Code des marchés publics, du Code de la commande publique, qui ne demande même pas de modification législative. Martin Landais, a priori, on est bon là-dessus. Enfin, on est en train d'être bon, parce que ça demande quand même un certain travail. Effectivement, on regarde les chiffres. 75% d'appels d'offres ouverts pour les contrats d'assurance, les collectivités territoriales, alors qu'on a un seuil législatif qui est à 215 000 € hors taxe. Donc on voit bien qu'on n'y est pas. Et effectivement, on a eu cette logique, sans doute du fait de Bercy, aussi de ceinture bretelle, en se disant on ne sait pas trop, mais au moins avec un appel d'offres ouvert, on est tranquille et on ne viendra pas nous chercher. Et ça, on voit bien que, comme le disait Alain Chrétien en 2018, quand tout va bien, ça passe. Quand c'est plus tendu, il faut aller gratter. Et donc, c'est précisément le travail qu'on est en train de faire en mettant à jour le guide des marchés publics avec la direction des affaires juridiques de Bercy, la direction du Trésor, l'Association des maires de France, l'Association des départements de France. Et je crois qu'honnêtement, c'est un travail très productif. Enfin, je laisserai l'AMF nous indiquer ce qu'il en pense. Mais en tout cas, c'est vraiment... on est tous autour de la table avec la même volonté d'avancer et un constat partagé, avec un objectif aussi qui est partagé, de faciliter le recours à la procédure négociée pour permettre davantage de discussions avec les assureurs. Et donc, notre objectif, c'est que d'ici la fin du premier semestre, on ait un guide des marchés publics qui était adapté avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, quelque chose qui soit pleinement partagé et qui permette de desserrer les taux. Alors donc justement, là, si je vous interromps, parce qu'on avait dit qu'on avait le droit de se... Vous avez le droit. Ça m'arrange pas, mais allez-y. Je voudrais à ce sujet-là remercier les services de l'AMF, Mélodie, Annick, levez-vous mesdames, voilà, qui travaillent en étroite collaboration avec la direction des affaires juridiques. Annick, est-ce que je peux laisser la parole à Mélodie quelques instants pour qu'elle nous explique, parce que là on est vraiment dans un sujet de fond qui va nous aider tous. Une fois que ce guide pratique sera rédigé, ce sera un vrai outil à notre disposition. Mélodie, expliquez-nous, présentez-vous et dites-nous ce qu'on fait à l'AMF sur le sujet avec Bercy. Alors, bonjour, Mélodie Blanco-Benitez, conseillère technique en commande publique à l'AMF. Donc, je suis contente de voir que la salle est pleine. C'est génial pour ce sujet. Alors, avec Bercy, nous collaborons sur ce fameux guide qui était, comme le disait Alain Chrétien, un peu ancien. Et donc, l'idée est de rédiger quelque chose de très pratique, justement pour déjà casser un peu ce vocabulaire qui est souvent complexe en commande publique et encore plus en droit des assurances pour nous. Et dont l'idée, c'est d'avoir le plus de collaboration possible et de remonter du terrain de chez vous. Donc n'hésitez pas, j'ai des cartes à la fin, je resterai. Je serai vraiment très honorée d'avoir toutes vos contributions ou vos expériences de terrain sur le sujet. Voilà. Donc Mélodie n'est pas là pour vous retrouver un assureur comme moi, elle est là pour recueillir vos témoignages, vos contraintes, vos idées, parce qu'on a le sujet de la coassurance. Vous savez, quand vous lancez un emprunt, parfois, votre banquier vous dit « non, moi, c'est trop gros pour moi. Par contre, si vous lancez un pool de banquiers, on pourra vous prêter de l'argent à plusieurs. » Eh bien, l'idée aussi d'avoir une coassurance quand on a un gros équipement. Alors, c'est vrai que ça commence à concerner des grosses collectivités. Quand on a un équipement de 50 millions d'euros, je ne suis pas sûr qu'autour de cette table, il y ait beaucoup de collègues qui aient des équipements à 50 millions d'euros à assurer. Mais la coassurance, si elle n'est pas prévue dans l'appel d'offres, l'assureur ne peut pas aller chercher des collègues pour partager le risque. Et donc, il vaut mieux qu'un assureur aille chercher des collègues pour dire plutôt que je sois seul à assurer 50 millions d'euros, on va être 3 ou 4 à se partager les 50 millions. De toute façon, un risque, pour être bon, il doit être partagé dans le temps et dans l'espace. C'est pour ça que la SMAC elle est en difficulté. Pourquoi la SMAC elle est en difficulté? Parce qu'elle est la seule à supporter un grand nombre de risques et qu'elle est toute seule.
et que si un jour le risque arrive, eh ben, elle s'effondrera parce qu'elle n'aura pas l'argent pour répondre à tout le monde. Donc il faut que le risque il soit partagé par le plus grand nombre. Et donc dans le code de la commande publique, dans ce guide pratique, Mélodie, il faut, M. Landais, qu'on insiste sur la coassurance et qu'on doit pouvoir proposer aux assureurs de se mettre ensemble pour protéger un risque particulier, ce qui pour l'instant n'est pas trop la pratique. Quand on parle de coassurance aux collectivités locales, elles n'ont pas trop l'habitude de le demander aux assureurs. Et Martin. quand les assureurs ils n'ont pas le droit de le proposer, si on ne le propose pas, eh ben, on est bloqué. Martin Landais, c'est une option, la coassurance? Enfin, honnêtement, toutes les options, elles sont sur la table. Et encore une fois, nous, on a besoin aussi d'expérience de terrain pour nourrir ce guide pratique, parce qu'il doit être pratique. Donc, D'accord. Vous vouliez prendre la parole? Oui, je voulais prendre la parole parce que depuis tout à l'heure, on évoque un certain nombre de pistes, de travaux en Je cours. rappelle pour les gens qui n'étaient pas là lorsque vous êtes arrivés, vous êtes maire de Petit-Quevilly et vous avez subi des dégâts en 2023, notamment sur l'une de vos écoles. Voilà. Tout à fait. Et donc, 2 mois après la déclaration du sinistre, qui était notre premier sinistre avec cet assureur qu'on avait depuis 6 mois, il nous a informé qu'il résiliait le contrat. 6 mois, c'est court. Avec un seul sinistre, oui. L'assureur devait prendre à sa charge 36 000 euros, je le rappelle. Alors, rappelez-nous juste ce qui s'est passé. Donc, il s'en va, il vous dit « je ne vous assure plus ». Et vous je êtes battu. m'indigne publiquement, c'est repris par la presse. Grâce à cette couverture de presse, aux menaces de faire appliquer la jurisprudence du tribunal administratif de Marseille, finalement, on discute, difficilement, mais on discute, il accepte de nous garder 1 année de plus. Et là, on est à nouveau en procédure d'appel d'offres. Le premier a été infructueux. On attend la suite. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'on évoque depuis tout à l'heure un certain nombre de pistes de travaux en cours. Néanmoins, aujourd'hui, là au jour où on se parle, un certain nombre de collectivités sont en difficulté à pouvoir s'assurer ou sont sans assurance. Et donc, quelle est la solution aujourd'hui qui peut être proposée à ces collectivités? L'auto-assurance, une solution, pourquoi pas, mais à Petit-Quevilly, si je dresse la liste des quelques plus importants bâtiments, on a 14 écoles, on a 7 équipements sportifs plus une piscine, on a 2 crèches municipales, on a 2 salles des fêtes, l'hôtel de ville, le centre technique municipal, et je ne parle que des plus importants bâtiments, qui sont tous ou neufs, ou rénovés, ou qui ont moins de 10 ans. Donc a priori, on n'est pas non plus sur des bâtiments qui sont vétustes et qui ne méritent pas d'être assurés ou pour lesquels les sinistres sont trop importants. Mais votre expérience montre que s'ils ne sont pas... le risque, ce n'est pas celui de l'incendie, le risque d'émeute existe. Par contre, un nouveau risque. Le risque d'émeute existe, ce qui n'améliore pas notre sinistrabilité vis-à-vis des assureurs. Et donc, quelle est la solution aujourd'hui que l'on propose aux collectivités qui se retrouvent sans assurance ou qui se retrouvent à devoir être leur propre assureur, à devoir relancer les appels d'offres plusieurs fois, à devoir recourir à un courtier, ce qui n'améliore pas les relations avec les assureurs par ailleurs. Donc voilà, quelle est la solution qui est proposée? Moi, j'avais formulé l'année dernière, au moment où on avait eu cette couverture presse, la possibilité pour l'État, finalement, de garantir aux collectivités qui n'ont pas de solution, parce que c'est bien là le sujet, c'est-à-dire que les collectivités, elles préfèrent bien évidemment réussir à trouver des solutions, mais de garantir aux collectivités qui n'ont pas d'autres solutions une garantie d'État. Est-ce que l'État crée un établissement parapublic? Je n'en sais rien, mais il faut que l'État puisse nous accompagner devant cette difficulté à ne pas avoir d'assurance et à devoir malgré tout assurer nos bâtiments. Alors, avant l'État, je me tourne naturellement vers la CCR. Édouard Vieillefond, je le dis, vous êtes directeur général de la Caisse centrale de réassurance. Est-ce que entre l'État et la commune, il y a un palier intermédiaire, c'est la CCR? Alors d'abord, une première remarque sur ce qui a été dit, et moi aussi je partage beaucoup du constat qui vient d'être fait. Le premier sujet, c'est qu'on est au fond de la piscine et on veut redécoller. C'est toujours compliqué, après tout ce qui a été dit, quand on est à ce moment-là, suite à effectivement des années de sous-tarification, on va le dire comme ça, et quand il faut rééquilibrer techniquement, et où en plus le risque est le mal connu, le cumul des deux fait que l'écart a augmenté forcément dans un certain nombre de communes et que redémarrer au point bas, dans toutes ces circonstances, c'est pareil pour n'importe quel marché, c'est très compliqué. C'est très compliqué, puisqu'effectivement, il y a plusieurs phénomènes qui sont ajoutés, qui ont créé une forme de dysynergie.
Et à la fin, pour redresser et réduire l'écart dans la tarification, c'est devenu beaucoup plus compliqué que s'il n'y avait eu qu'un seul phénomène, etc., etc. Et je ne reviens pas sur le passé, il y a un phénomène de cycle, effectivement, mais est-ce que ce phénomène de cycle n'a pas été exacerbé ou exagéré? C'est une question qu'on peut se poser pour l'avenir, pour voir s'il n'y a pas des solutions pour éviter que ça se reproduise vis-à-vis de superviseurs, d'autorités de concurrence ou autres. Mais je passe sur le passé et sur le fait qu'on a un point bas qui est très compliqué. Et il n'y a pas que ce marché qui est dans cet état-là. Ça arrive régulièrement. C'est comme la situation budgétaire. C'est plus compliqué quand on arrive à un certain point. Et à un moment, on arrive au moment où il faut décider, il faut redémarrer. Alors, ceci étant dit, pourquoi je dis ça? Parce que c'est conjoncturel. Le vrai sujet pour savoir si on doit faire appel à l'État, si on doit faire appel à CCR, un système public ou parapublic, la notion fondamentale, c'est la notion de carence de marché. Je voudrais y passer quelques secondes dessus. C'est s'il y a une carence de marché, c'est-à-dire si le marché de l'assurance n'arrive pas à assurer seul, s'il y a une vraie carence de marché qui peut être conjoncturelle, pendant quelques années, c'est arrivé sur certains périls. Je prends l'assurance crédit, il y a eu des problèmes sur l'assurance crédit. À un moment, nous avons réassuré l'assurance crédit avec la garantie de l'État parce que ce n'était pas possible de faire autrement. Mais il faut vérifier qu'il y a une carence de marché, parce que s'il n'y a pas de carence de marché, le plus efficace, c'est de faire en sorte que les assureurs restent là, qu'ils puissent le faire eux-mêmes seuls, et que ça soit efficace. Comment on mesure ça? Le problème, c'est que c'est un travail technique de mesurer une carence de marché. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué pour répondre directement à votre question, c'est qu'on n'a pas les éléments pour le faire. Pourquoi on n'a pas les éléments pour le faire? Et vous savez qu'il y a évidemment des réflexions, on parlera certainement des émeutes pendant quelques minutes. C'est qu'on ne sait pas l'effet que vont avoir la prise des nouvelles mesures pour voir si cet écart se réduit spontanément. Et par exemple, si avec le nouveau guide sur le code des marchés publics et une nouvelle relation avec les assureurs là, intermédiaires, des intermédiaires, on peut penser au courtage, on peut penser à ces nouveaux patrons des risques à l'intérieur des collectivités locales, si c'est suffisant pour retrouver l'équilibre, il ne faut surtout pas qu'il y ait quelque chose en plus. En revanche, si on constate, après des travaux, et de toute façon qui devront être menés pour voir s'il y a un équilibre, si au bout des travaux on constate qu'il y a toujours un trou et qu'il y a une carence de marché, alors effectivement, il faut passer à quelque chose de public ou de parapublic, ou en tout cas d'un partenariat public-privé. C'est extrêmement important, parce que le rôle que nous avons, nous aussi, et c'est aussi le rôle de l'État, c'est de trouver le bon équilibre. C'est-à-dire ni trop peu. Alors ça ne répond pas forcément directement à votre question, mais ma conviction dans ce dossier et dans ce débat, c'est que les mesures qui ont été évoquées, qui sont d'excellentes mesures, et il y en a d'autres, on ne peut pas toutes les évoquer ici, c'est qu'il faut d'abord voir si elles peuvent fonctionner, et notamment prendre les plus importantes d'entre elles, notamment sur ce qui est la relation entre assureurs et assurés, quel que soit l'assuré, notamment si c'est une collectivité locale. C'est évidemment que le dialogue sur le risque est fondamental. Vous savez, il y a une plaisanterie qui dit quand on ne sait pas, on ne va pas. C'est un peu ça l'assurance. Quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas le risque à l'intérieur, c'est pas qu'on ne va pas, de plus en plus, mais c'est tout simplement qu'on met une surcouche de tarification qui est évidente. Voilà. Je m'arrête là, c'est un critère fondamental pour tous les risques extrêmes. Un petit mot sur l'auto-assurance. Et après, Paul Esma, je voudrais entendre son avis sur un point particulier. Je serai rapide. Déjà, je comprends l'impatience de Charlotte. Je la comprends, parce que tout ce qu'on dit là, c'est bien beau, mais quand elle va rentrer au petit Quevilly, elle aura encore des bâtiments qui ne seront pas assurés, et puis elle prie, en tout cas, elle espère qu'il ne se passera rien, parce que sinon, c'est le budget de la commune qui va tout de suite être impacté, sans parler des responsabilités pénales. Quand vous avez des blessés, ou pire, dans un bâtiment qui n'est pas assuré, on ne sait pas où ça se met. Là, on rassure tout le monde est assuré. Mais je comprends son impatience, parce qu'elle est partagée par beaucoup. Sur l'auto-assurance, on est bien d'accord, l'auto-assurance n'est pas une réponse. Non. Simplement, il faut qu'on arrête de déclarer le rétroviseur cassé de la Kangoo. Il faut arrêter de dire on va faire passer la fenêtre sur l'assurance pour qu'elle soit neuve. Combien de fois on s'est dit ça, on va la faire passer sur l'assurance. Sauf que plus le dossier est petit, plus il coûte cher à l'assurance en termes de coût fixe. Déclarer un rétroviseur à 400 €, c'est plus possible. Donc, quand je parle d'auto-assurance, c'est pas d'auto-assurer le Palais des Congrès, c'est de ne plus déclarer systématiquement toutes ces petites affaires du quotidien qui plombent la sinistralité de la commune et qui coûtent cher en termes de coût fixe à l'assurance. Donc là, main tendue aux assureurs. Paul Esmin, plus d'assureurs sur le marché des assurances publiques,
des collectivités. Est-ce que c'est une solution? Ouvrir, on l'a vu, hein, ça a été dit tout à l'heure, il y a moins de 10 compagnies qui assurent. Est-ce que finalement, réouvrir, redonner la possibilité à des assureurs peut-être plus modestes d'entrer sur ce marché, est-ce que c'est une des solutions aussi? Alors sur l'objectif d'avoir plus d'acteurs et un marché qui fonctionne de manière plus fluide, on peut que le partager. Maintenant, il faut bien voir qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est-à-dire, ça ne nécessite pas un agrément qui serait très difficile à obtenir. Ça nécessite évidemment quelques fonds propres, mais la plupart des assureurs sont bien capitalisés. Ce que ça nécessite en réalité, c'est une expertise technique et surtout, il ne faut pas se le cacher, l'envie d'entrer sur ce marché. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est, pardonnez-moi, mais extrêmement peu attractif pour des nouveaux entrants. Un assureur a le même raisonnement que n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire qu'il veut faire de la croissance et de la croissance qui soit à minima équilibrée économiquement. Donc, si vous avez la possibilité d'aller sur tel ou tel marché et que parmi ceux-là, il y a les collectivités locales et que vous voyez que sur les 10 dernières années, ça n'a fait que perdre de l'argent, il y a peu de chances que ce soit le premier choix économique que vous fassiez quand vous êtes un dirigeant d'entreprise. C'est ça la réalité aujourd'hui. Peut-être juste en 2 mots, Édouard parlait de carence de marché. Je pense que c'est vraiment la question fondamentale, c'est d'être capable de bien identifier ce qui a trait à du conjoncturel et ce qui est plus structurel. Et en réalité, on est un peu à la frontière entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a eu vraisemblablement, même très certainement dans les 10 dernières années, des comportements de dumping, il faut appeler un chat, qui ont fait que ce marché est de manière chronique, est devenu encore plus déficitaire qu'il l'était, dans une phase où en plus les risques explosaient. Donc ça, je dirais que c'est plutôt du côté conjoncturel, c'est-à-dire que normalement, les fondamentaux devraient progressivement trouver à se rééquilibrer, et c'est un marché qui, normalement, sur certains aspects, devrait fonctionner graduellement mieux. À côté, il faut reconnaître qu'il y a des aspects qui sont peut-être un peu plus structurels. Je pense notamment à la question des émeutes. Je pense que le traitement économique des émeutes, c'est pas un sujet qui va se régler de lui-même et qui nécessite qu'on se mette autour de la table pour en discuter. Je voudrais juste terminer sur un point, puisque là, votre question était comment convaincre des acteurs de rentrer ou de rester sur le marché, c'est selon. Il faut bien voir que, moi aussi, je comprends parfaitement, madame, votre impatience. Vous avez besoin de trouver une solution, et tous les discours sur le fait que le marché va graduellement s'améliorer, ben, c'est pas audible. On est parfaitement d'accord là-dessus. Et j'aurais peut-être réagi comme vous, c'est-à-dire médiatiser la situation pour espérer trouver une solution. Vous évoquiez la jurisprudence de Marseille qui, je pense que pour ceux qui ne sont pas spécialistes, le tribunal a considéré que les assureurs devaient rester dans des cas particuliers engagés sur une durée plus longue que ce qu'il avait estimé. Peut-être que j'aurais eu le même raisonnement que vous. Il faut bien voir que tous ces moyens qu'on peut placer sous un registre un peu coercitif, que ce soit médiatiquement ou juridiquement, ça a forcément pour conséquence de dissuader aussi des nouveaux acteurs. Encore une fois, je comprends parfaitement ces réactions, mais on est sur un chemin de crête entre trouver des solutions au plus pressé et faire en sorte que sur le moyen long terme, ce marché fonctionne mieux. Et c'est par nature, presque par définition, des chemins qui divergent. Bien sûr. D'un mot, et je voudrais voir si dans la salle il y a des bonnes idées. Alors, un dernier élément dans notre rapport sont les émeutes. On l'a vu, c'était un facteur aggravant. L'assurance, c'est aussi une question de solidarité. Quand on est en système CatNat, tous les Français payent une surtaxe pour aider ceux qui en auront besoin le moment venu. Sur les 40 millions de contrats, naturellement, les 40 millions ne sont pas impactés par les inondations, et fort heureusement, mais ces 40 millions de contrats servent à aider ceux qui en ont besoin. C'est la solidarité. En termes d'émeutes, il ne faut pas qu'on ait des communes qui ne puissent plus s'assurer parce que les assureurs estiment que dans ces communes-là, le risque d'émeute est plus élevé qu'ailleurs, et donc qu'on ait des déserts assurantiels en risque d'émeute, comme on a des risques de déserts assurantiels
pour les catastrophes climatiques. Et donc le rapport Langrenay sur les risques climatiques a lancé un observatoire. Là, on ne va pas non plus faire du name and shame en bon français, c'est-à-dire stigmatiser les assureurs qui n'assureraient plus des communes parce qu'elles sont trop souvent inondées, mais c'est un peu le cas quand même. Et donc il faut qu'on évite qu'on ait une France à 2 vitesses, avec des communes qui continueront à s'assurer bon an mal an avec une augmentation des primes, une augmentation des franchises, mais qui seront quand même assurées, et quelques-unes d'entre elles, parce qu'elles ne l'ont pas choisi, on n'a pas choisi d'être maire d'une commune parce qu'il y a des émeutes, c'est une injustice, parce qu'il y a des problèmes qui sont beaucoup plus importants que le simple pouvoir du maire. Et donc on est des communes sans assurance parce qu'elles risquent d'avoir des émeutes. Et donc nous demandons aussi dans le rapport une mutualisation du risque émeute pour qu'il y ait une garantie à la fois des assureurs et de l'État pour qu'on continue à assurer ces communes qui sont susceptibles d'être victimes d'émeutes. Et pour ce faire, c'est peut-être le point le plus sensible du rapport. Il faut définir ce que c'est qu'une émeute. Alors, il faut définir ce que c'est qu'une émeute juridiquement, parce que ce n'est pas très clair encore. Il n'y a qu'une jurisprudence, il n'y a que de la jurisprudence. Et dernièrement, l'État vient d'être condamné à rembourser une commune qui a été victime d'émeute. Donc, il y a un début de commencement de jurisprudence qui fait qu'au bout du compte, l'État peut-être serait l'assureur de dernier recours parce qu'il serait obligé, de par la loi, de par le juge, à payer les dégâts causés parce qu'il a été inactif et qu'il n'a pas réussi à maintenir l'ordre public, ce qui est quand même son boulot à l'État, de protéger les biens et les personnes. Et donc, il y a un risque pour l'État, et je le dis, il le sait mieux que moi, qu'un jour ce soit l'État qui soit obligé de tout payer quand il y a des émeutes. Donc, il faut qu'on définisse ce que c'est que l'émeute. Et le point le plus sensible, et je le dis devant les assureurs, il existe le GAREAT. C'est un peu technique, c'est un fonds qui est alimenté par tout le monde, et qui a été créé après les attentats du 11 septembre pour justement servir de garantie en cas d'attentat. De terrorisme. De terrorisme. Ce que nous, on demande, c'est l'élargir ce fonds au risque émeute. Et naturellement, le risque émeute, ce n'est pas le gamin qui casse la vitrine au bout de la rue, c'est vraiment un risque sériel, extraordinaire, important. Et dans cette catégorie-là, on a 2005, on a 2023 et on a malheureusement 2024 avec la Nouvelle-Calédonie. Et c'est un risque qu'on avait évoqué avant la Nouvelle-Calédonie et on a dit au gouvernement, attention, si vous ne prenez pas en compte cette mutualisation, les prochaines émeutes vont continuer à faire s'effondrer le marché de l'assurance. Et je plains les 33 communes de Nouvelle-Calédonie qui vont devoir s'assurer dans les années qui viennent, parce que s'il y a bien un risque, malheureusement, d'instabilité sociale dans notre République, c'est bien dans cette partie de la République. Et donc, je me mets à la place des 33 maires de Nouvelle-Calédonie pour retrouver un assureur dans les mois qui viennent. Donc, nous demandons à ce que le GAREAT soit élargi au risque émeute. Et je le dis aussi, nous avons écrit au président Larcher et à la présidente Yael Braun-Pivet pour demander à ce que les parlementaires s'en saisissent, afin qu'il y ait une mission d'information sur la gestion du GAREAT, alors, nous ne sommes pas parlementaires avec Jean-Yves Dagès, donc nous n'avions pas certains droits d'inquisition. Parce que les parlementaires, et c'est bien normal, ils ont le droit d'aller chercher des informations, voire même le devoir. Pas pu aller, oui. Et donc, on voudrait bien savoir comment est géré le GAREAT, qu'est-ce qu'il y a en termes de milliards sur le GAREAT, comment ces milliards sont gérés par les assureurs, et comment ce GAREAT, avec ces milliards, pourrait être une protection, un bouclier pour que les communes victimes d'émeutes continuent à être assurées. Martin Landais. Peut-être quelques mots de réaction à ce qui vient d'être indiqué. Je laisserai sans doute Édouard parler de l'Observatoire. On a parlé de risques émergents qui viennent aggraver la situation, catastrophes naturelles, qui sont des risques naturels, et émeutes, qui sont des risques moins naturels, qui sont des risques anthropiques. Et donc, c'est vrai qu'on change un peu de nature. Sur l'Observatoire de l'assurance des catastrophes naturelles, puisque c'est effectivement quelque chose qui a été demandé à la CCR par les ministres Le Maire et Béchu, et qui pour nous est un vrai, peut être un vrai levier pour conserver cette mutualisation sur l'ensemble du territoire, pour les collectivités territoriales, mais pour l'ensemble des acteurs. Pour ce qui concerne les émeutes, en effet, les chiffres, 2005, on était à 200 millions d'euros de sinistres. Gilets jaunes, on est dans les mêmes ordres de grandeur, 250 millions d'euros. 2019, les Gilets jaunes, 2019, on est à 250 millions d'euros. Ensuite, on a effectivement 800 millions d'euros, dont 200 pour les collectivités territoriales, et puis la Nouvelle-Calédonie, 1 milliard. Au fond,
pris individuellement, ces événements, ils ne remettraient pas vraiment en cause l'assurabilité. Mais là, on voit qu'on a un effet de répétition qui fait qu'effectivement, dans les modèles des assureurs, ça commence à changer les choses. Comment on maintient cette mutualisation? Je crois que, sur la nécessité de trouver les leviers, on est complètement d'accord vu du Trésor là-dessus. Ensuite, quels sont les leviers? On rejoint la question que posait Édouard sur la carence de marché. Est-ce qu'il y a une carence, une vraie carence de marché, et comment on y répond? Ça, c'est des questions auxquelles on va s'attacher à répondre dans les prochains mois. Je crois que ce qui est important de voir, c'est si on s'attache à avoir une mutualisation, si on rend par exemple, vous évoquiez le terrorisme, la garantie émeute obligatoire dans les contrats, comme c'est le cas pour la garantie terrorisme, ça veut dire que chaque contrat a une garantie émeute obligatoire qui est la condition finalement pour la mutualisation. Alors, Pardon, je vous interromps, mais là, nous, on est contre. On ne veut pas d'impôt émeute. Il est hors de question d'avoir un impôt émeute parce que moralement, c'est insupportable que les concitoyens soient obligés de payer pour ceux qui ont cassé. A contrario, et j'avais déjà été interrogé par les journalistes sur le sujet, je mets au défi n'importe quel juge d'aller trouver 800 millions d'euros dans la poche des délinquants qui ont cassé. Donc, à un moment donné, il va bien falloir que quelqu'un paye dans cette affaire. Donc, il faut à la fois pas d'impôt émeute. La surtaxe catastrophe naturelle, on est bien d'accord. Finalement, le climat, c'est un grand débat. Est-ce qu'on est responsable ou pas du climat? Ça nous dépasse tous. On est d'accord pour payer une surprime de 12 à 20% pour que les copains qui ont des dégâts climatiques, on les aide. Par contre, les émeutes, il y a une responsabilité de l'État qui est claire et que l'État doit assumer lui-même avant que le juge ne lui fasse assumer. Et deux, il y a aussi un fonds qui existe déjà, qui est le Garéat, et il est indispensable que ce Garéat soit ouvert aux émeutes pour que le jour où il y a un gros problème, c'est ce Garéat qui soit mis en action pour justement protéger les communes. On ne veut pas d'impôt émeute. Et ça, c'est extrêmement clair dans le rapport. Peut-être Claire. Nous non plus. Donc tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, mais enfin, donc vous allez travailler sur le sujet. On part du constat. Je voudrais juste finir là-dessus. Il nous reste 5 minutes. Oui, donnez-moi une. On a pour financer, on a besoin de financement. Et c'est vrai pour le terrorisme, c'est vrai pour la catastrophe naturelle. En face des paiements qui sont faits par les assureurs ou par l'État, il y a des cotisations. Et donc, c'est ça qu'on essaye de régler. Ensuite, comment s'organise cette mutualisation? Est-ce que le Garéat peut être une solution de type Garéat peut être intéressante? Pourquoi pas? Le Garéat, je rappelle, c'est un groupement d'intérêt économique qui réunit les assureurs, qui mettent ensemble des primes pour aller chercher de la réassurance. En gros, le Garéat, c'est rien d'autre, mais Paul pourra en parler, c'est rien d'autre qu'un acheteur de réassurance. Et donc, il n'y a pas de malheureusement, nous on le déplore, on aimerait bien, il n'y a pas de trésor caché dans le Garéat. Le Garéat, c'est quelqu'un qui récolte des primes pour le terrorisme et qui essaye de racheter de la réassurance, y compris à CCR, avec la garantie de CCR. Et donc, la question, c'est, on ne trouvera pas malheureusement d'argent sur le Garéat parce qu'il n'y en a pas. Et par ailleurs, quand bien même il y en aurait, s'il y a un attentat de terrorisme, on fait comment si c'est mal noté. Voilà. Donc, en tout cas, ce que je voulais, je vous en prie. Les deux dernières secondes, c'est que en effet, sur les solutions de mutualisation, et est-ce que des solutions de type Garéat peuvent être envisagées? Pourquoi pas? Mais en tout cas, il n'y a pas de trésor caché au Garéat. J'avais un espoir qu'ayant commencé 5 minutes en retard, on me laisse 10 minutes de plus, mais je vois que la salle est louée apparemment. Oui, donc on me presse de faire. Peut-être en complément, je signale deux paradoxes. Le premier paradoxe, c'est ce que vient de dire Martin. C'est vraiment, il y a besoin de financement. C'est-à-dire que si on veut couvrir quelque chose de plus, ça veut dire qu'il faut un financement. Et je vois une petite ambiguïté dans le fait de dire qu'il faudrait utiliser le Garéat pour quelque chose qui relève des émeutes, et donc pour le mélanger en quelque sorte avec un risque terrorisme, alors même qu'en propos introductif, ce que nous souhaitons tous, c'est d'avoir une meilleure définition des émeutes, donc par rapport au terrorisme, par rapport au vandalisme ou même par rapport aux actes de guerre, puisqu'on peut se poser un certain nombre de questions. Donc il y a une première chose, quand on fait des fonds, ou d'ailleurs ce ne sont pas des fonds, ce sont des poules, donc il y a un bilan derrière, il n'y a pas d'argent magique comme l'a dit Martin, déjà il faut bien identifier les risques que l'on couvre, à la fois pour des raisons purement techniques et assurantielles, mais aussi de façon générale. Il y a un deuxième petit paradoxe aussi, et c'est pour ça qu'il faut qu'on y travaille.
C'est qu'on dit dans le même temps, c'est à l'État de maintenir l'ordre public, ce qui est vrai. À la fin, il faut bien que quelqu'un paye, c'est vrai. Et dans le même temps, imaginez un système public-privé dans lequel il y aurait une boucle de rétroaction, dans laquelle, quand il n'y a pas de maintien de l'ordre public, c'est une entité publique qui prend en charge avec la garantie de l'État. Alors ça ne veut pas dire que je donne la solution. Je pense que d'abord, il y a toujours une question de prix d'équilibre. Et comme l'a dit Paul tout à l'heure, par exemple, pour les collectivités locales, je peux vous dire que s'il y a un prix technique, s'il y a un prix d'équilibre, il y aura des assureurs. Il n'y aura pas de mesures particulières à prendre. Ça arrivera. C'est aujourd'hui, il n'y a pas de prix d'équilibre. Les prix sont trop bas. Et peut-être un mot sur l'Observatoire de l'assurabilité, qui lui porte sur les catastrophes naturelles dont on n'a pas eu le temps de parler. On ne parle pas des émeutes ni du reste. Bon, il est très très clair qu'on jouera un rôle pour les catastrophes naturelles principales qui sont évidemment la sécheresse géotechnique, qui sont les inondations, etc. Donc qui sont les catastrophes pour lesquelles nous aidons, mais ce n'est pas la tempête, ce n'est pas la grêle. Or la grêle a fait beaucoup de mal dans les collectivités locales. Il faut simplement dire qu'aujourd'hui, et ça a été très bien dit par monsieur le maire tout à l'heure, ce n'est pas ce sujet-là en réalité qui pèse le plus sur les collectivités territoriales. C'est plutôt effectivement des questions de responsabilité, des questions d'émeutes, d'autres questions sociétales, des questions grêles, etc. Mais il faut vraiment savoir quels sont les vrais risques qui pèsent et qui entraînent les difficultés. Sinon, on risque d'avoir d'autres difficultés devant nous. Je vous accorde 30 secondes de plus, parce qu'on n'a absolument pas eu le temps d'en parler. Je suis vraiment navré, le temps passe à une vitesse folle. Le risque cyber, vous l'avez anticipé, celui-là? Vous commencez à cotiser? C'est prévu dans le... Ça fait partie des risques qu'on regarde, mais comme France Assureur, évidemment. Aujourd'hui, on s'est concentré sur d'autres risques. Aujourd'hui, on a déjà le travail qu'on est en train de faire sur les émeutes, parce qu'évidemment, on regarde. On a d'autres risques qui passent devant. On peut très bien imaginer aujourd'hui quelle est la frontière d'assurabilité pour la grêle. Aujourd'hui, c'est un risque dont on considère qu'il est toujours assurable par le marché seul. Mais on a quand même regardé, on a vérifié. Donc le cyber est juste derrière, on est en train d'y travailler. Le risque cyber, c'est un risque immatériel qui est comme le risque matériel. Il faut d'abord qu'il y ait des normes en termes de protection pour rendre le marché solvable. Il y a toute la question de savoir ce qui peut se passer en risque de pointe. Donc on y travaille, ça fait partie, pour vous dire, on étudie aujourd'hui chez CCR une douzaine de risques qui pourraient passer cette frontière d'assurabilité sur lesquels on pourrait avoir besoin d'intervenir. Maintenant, soyons clairs, pour les émeutes, pour le cyber, pour d'autres risques, et on peut en imaginer d'autres, on a eu les CATEX, CATSAN lors de la crise sanitaire. Après, la réponse, elle est technique. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir une religion sur ça rentre ou ça ne rentre pas dans le régime, il faut faire un calcul, il faut voir si le marché privé seul peut le faire, parce que si on va trop loin dans ce sens-là du soutien, alors on perturbe un marché qui pourrait marcher très bien tout seul. C'est extrêmement important. Mille merci. Merci à vous tous et encore toutes mes confuses, comme disait l'autre, de ne pas vous donner la parole, mais je vois que vraiment, il y a d'autres gens qui vont rentrer dans la salle, on est obligé d'évacuer maintenant. Merci mille fois, merci à vous tous, merci à Alain Chrétien, aux assureurs, aux réassureurs et à l'État d'avoir été présents. Très bonne journée à vous tous au Congrès des maires.